on se présente rapidement. Moi, je suis Guido Giacomo Gattai, je suis italien, j'ai étudié Histoire de la philosophie à Florence, philosophie orientale et comparative à Rimini et philosophie pratique à Argenteuil, qui c'est presque Paris, pour les gens qui ne sont pas de Paris, parce que c'est l'île de France. On va présenter Montaigne. Ça vient du premier livre des essais, ce qu'on va présenter. Ça part de la tristesse, mais c'est seulement une excuse pour parler des émotions en général. Là, on a la chance d'avoir Romain Ravenel, qui a étudié à Lille et à Paris, qui va nous lire les textes. Et après, on va les commenter vite fait. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Montaigne, c'est surtout une excuse pour parler entre nous des émotions. Alors, à toi. Écoutez, pour me présenter brièvement, donc, je m'appelle Romain Ravenel, je suis français, je suis acteur et metteur en scène, je travaille en Pologne depuis plusieurs années, j'ai été professeur d'option théâtre ici et je dirige des spectacles et différents événements culturels aussi dans des théâtres professionnels avec des acteurs, amateurs ou professionnels. Et je monte des spectacles en français et je suis aussi lecteur, voilà, tout simplement, de textes à cette occasion. Voilà, Guido m'a demandé donc d'organiser ça à deux et donc je vais vous lire ce texte en espérant que ça vous convienne au niveau de la lecture, voilà, et donc Guido fera les commentaires à propos de la pensée vraiment de Montaigne. Et ensuite on organisera une espèce de débat un peu entre nous par rapport à ça. Alors je vais lire, vous avez le texte avec vous, donc je vais lire paragraphe par paragraphe, et à chaque fin de paragraphe on s'arrêtera, et donc Guido fera les commentaires sur ce qui est compris. Voilà. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez redemander, voilà, une retraduction, des commentaires, ce genre de choses. Je suis des plus exempts de cette passion, et ne l'aime ni l'estime. Quoique le monde ait pris, comme a pris fait de l'honorer, de faveurs particulières. Ils en habillent la sagesse, la vertu, la conscience, sots et monstrueux ornements. Les Italiens ont plus sortablement à baptiser de son nom la malignité, car c'est une qualité toujours nuisible, toujours folle, et comme toujours couard des basses. Les stoïciens en défendent le sentiment à leur sage. Alors, on voit tout au début, un des sources les plus importantes de Montaigne, c'est le stoïcisme. On peut parler du troisième stoïcisme parce que le premier, c'était, ça va sans dire, les Grecs, les Zénon. Le second, de la Media Stoa des philosophes de l'Empire romain. Et après, on a le stoïcisme français qui démarre avec Montaigne. Pourquoi alors, quel pensateur surtout il va se baser? Ça va sans dire, ce sera Sénèque et Marc Aurèle, parce qu'ils sont les philosophes de l'Empire romain, de la langue latine. Et avant Montaigne, il n'y en a pas vraiment en France des philosophes. Ça, c'est très intéressant. Et il est le premier philosophe français. C'est plutôt tard, parce qu'on est plus ou moins dans les 1500. Alors, la France commence avec un très grand philosophe. Au même moment qu'en Italie ou en Allemagne, on commence petit à petit avec des petits penseurs et on arrive à avoir quelque chose de plus grand. Là, c'est tard pour avoir les premiers petits, mais c'est vraiment tôt pour avoir un grand pensateur de la Renaissance. Il est un philosophe populaire parce que il parle des émotions, des passions humaines, alors ça ne parle pas strictement aux autres philosophes, ça ne parle pas strictement aux gens qui savent, mais c'est tout justement quelqu'un qui met sur papier des pensées qui peuvent intéresser à tout le monde. Il s'en prend avec la tristesse, avant tout parce qu'il est stoïcien, alors il déteste les passions en général. Après on va voir, c'est pas tellement facile, mais quand même, plus ou moins il est contre les passions humaines. Et selon lui, la tristesse répond à la mauvaise question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on demande au monde, Monsieur le monde, est-ce que vous êtes bon ou mauvais? Le monde, il ne peut pas répondre je suis bien bon ou je suis mauvais parce que la bonté ou la méchanceté sont dedans le monde. Alors tous les deux sont dedans le monde. Le pessimisme et l'optimisme sont deux types
deux côtés d'une même erreur. D'accord. Ça va? Vous souhaitez d'autres commentaires sur le texte ou que... Non? Donc voilà, le premier paragraphe est juste simplement une introduction sur cette thématique qu'il décide de traiter dans les essais sur la tristesse. Voilà. Et disons que la première chose que Montaigne dit, c'est que pour lui, la tristesse, ça ne l'atteint pas, ça ne le touche pas. Mais on va quand même en parler. Voilà. Donc à partir de là, il va donner, vous allez voir dans le texte, une suite d'exemples et d'anecdotes sur lesquels il va argumenter à propos de ce sujet qu'est la tristesse. Donc je continue, deuxième paragraphe. Mais le conte dit que Psaménite, roi d'Égypte, ayant été défait et pris par Cambris, roi de Perse, voyant passer devant lui sa fille prisonnière, habillée en servante, qu'on envoyait puiser de l'eau, tous ses amis, pleurant et lamentant autour de lui, se tinrent quoi, sans mot dire, les yeux fichés en terre. Et voyant encore tantôt qu'on menait son fils à la mort, ce matin en cette même contenance. Mais qu'ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa tête et mener un deuil extrême. Alors là, on voit l'importance de l'anecdote chez Montaigne. Pour justifier la pensée qu'il est en train de proposer, pour la démontrer et l'articuler. On va voir, on voit aussi qu'il y a une différence entre l'Empire français et l'Empire romain par rapport à la conception de l'homme. Du côté français, on peut déjà parler des émotions. Ça, c'est une complète nouveauté parce que si vous lisez Sénèque ou Marc Aurèle, on parle des émotions seulement comme des petits problèmes desquels il faut se détacher, se délivrer. Et au même moment, on a ce type de philosophie dans toute l'Europe, surtout parce qu'on vient de la théologie. La philosophie, à ce moment, démarre de la théologie. On avait des théologues partout, Jésus-Christ était partout, mais c'est très important à remarquer, dans toute l'œuvre de Montaigne, on ne va jamais avoir un seul mot à propos de Jésus-Christ. Peut-être que c'est pour se détacher de l'idée de la théologie, peut-être que ce n'est pas fait exprès, mais quand même c'est la conséquence. Il se détache de tout théologue. Alors là, on a les rois qu'en public ne démontrent pas, parce que quand même on est toujours dans une logique d'empire. Alors les grands rois, les grands hommes politiques doivent être représentatifs et il ne peut pas se montrer faible devant l'ennemi. Mais déjà, pendant l'Empire français, on peut parler des émotions et les accepter au privé. Voyons comment. Je continue. Ceci se pourrait apparier à ce qu'on vit dernièrement d'un prince des nôtres qui, ayant ouï à 30 où il était, nouvelle de la mort de son frère aîné, mais un frère en qui consistait l'appui et l'honneur de toute sa maison, et bientôt, après d'un peiné, sa seconde espérance, et ayant soutenu ces deux charges d'une constance exemplaire, comme quelques jours après un de ces gens vint à mourir, il se laissa emporter à ce dernier accident, et quittant sa résolution, s'abandonna au deuil et au regret, en manière qu'aucun en prirent argument qu'il n'avait été touché au vif que de cette dernière secousse. Alors, comme on avait dit, on voit qu'au privé, on parle des pouvoirs qui n'est pas pouvoir montrer, parce que alors, en Montaigne, les émotions sont quand même là. Alors, ce n'est plus tout justement des ennemis, mais aussi des copains de voyage. Notre vie est quand même à côté des émotions. Alors, c'est pour ça qu'on va voir qu'il est un homme vraiment très engagé, si je peux le dire. Parce que il ne vous dit pas seulement ça c'est juste, ça c'est pas juste, et ça va. Il vous met devant des problèmes graves, qui concernent les noyaux de l'être humain. À toi encore une fois. Je continue ? D'accord. Donc, autre paragraphe.
Mais à la vérité, ce fut qu'étant ailleurs, plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience. Il s'en pourrait autant juger de notre histoire, n'était qu'elle ajoute que Cambis, s'enquérant Absaménite, pourquoi, ne s'étant ému au malheur de son fils et de sa fille, il portait si impatiemment celui d'un de ses amis. C'est, répondit-il, que ce seul dernier déplaisir se peut signifier par larmes, les deux premiers surpassant de bien loin tout moyen de pouvoir s'exprimer. À l'aventure reviendrait ce propos, l'invention de cet ancien peintre, lequel, ayant à représenter au sacrifice d'Iphigénie le deuil des assistants, selon les degrés de l'intérêt que chacun a porté à la mort de cette belle fille innocente, ayant épuisé les derniers efforts de son art, quand se vint au père de la fille, il le peignit, le visage couvert, comme si nulle contenance ne pouvait représenter ce degré de deuil. Voilà pourquoi les poètes feignent cette misérable mère Niobé, ayant perdu premièrement 7 fils, et puis de suite autant de filles, surchargées de pertes, avoir été enfin transmuées en rocher pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité qui nous transit, lorsque les accidents nous accablent, surpassant notre portée. Alors on voit encore une fois que l'émotion ne peut pas être complètement évitée. Alors ce n'est pas seulement les problèmes de dire bon, c'est des copains de voyage, mais quand même on peut le laisser à côté. Non, c'est des copains de voyage avec lesquels on doit vraiment voyager. On n'arrive jamais 100% à être libre des émotions. Et ça pose problème. En plus, on voit que la tristesse est symbole de tous les autres sentiments. C'est une métonymie en fait. Ça veut dire qu'on prend la partie pour parler du tout. Alors, il prend seulement la tristesse, mais c'est avec toutes les émotions qu'il s'en prend. Les gens trop émotionnels ne sont pas de bons gens. Ils sont pris par eux-mêmes, ils ne peuvent pas être de bons citoyens, par exemple. Parce que si tu penses trop à bon, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, tu ne peux pas vraiment être citoyen, tu ne peux pas être commun avec les autres. C'est même un obstacle au dialogue. Et ça, on peut le voir, c'est très moderne comme idée, mais après on va creuser mieux dans cette idée de la modernité, des Montaigne. Montaigne, il te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut chercher d'éviter de faire. Alors, ça va sans dire que ça, encore une fois, est un détachement total de la doctrine religieuse. Okay? Parce que dans la doctrine, il n'y a pas de choses que, bon, oui, ça c'est un péché, mais quand même, tu ne peux pas éviter complètement de les faire. Dans la doctrine, si c'est péché, on ne fait pas du tout. Alors, il te propose l'événement et la réflexion sur l'événement. Il n'ajoute pas trop de la doctrine. Il est beaucoup avant sur ça, même par rapport à l'illuminisme. Parce que déjà, l'illuminisme qui vient après Montaigne, il sera plutôt normatif. Il sera plutôt la raison est bonne et il faut vraiment faire comme ça. Et la superstition est tout justement une chose de laquelle il faut se débarrasser. Lui, il est encore plus moderne des gens qui viendront après. De vrai, l'effort d'un déplaisir pour être extrême doit étonner toute l'âme et lui empêcher la liberté de ses actions, comme il nous advient, à la chaude alarme d'une bien mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, transis et comme perclus de tout mouvement, de façon que l'âme, se relâchant, après aux larmes et aux plaintes, semble se déprendre, se démêler et se mettre au plus large et à son aise. Alors, quand même, on trouve des éléments religieux. Il parle d'âme. Pourquoi? Parce que même au moment dans lequel il ne s'intéresse pas trop à la religion, aussi parce que des traités de religion, c'est dangereux. On peut toujours dire quelque chose qu'il ne faut pas. Mais quand même, les mots sont pris du dictionnaire de la religion. Ça va sans dire qu'il pourrait parler d'esprit à la place de parler d'âme, mais le mot n'est pas trop commun au moment
et ça risque un peu de ne pas être compréhensible. Alors, pas seulement il prend des mots du dictionnaire religieux parce qu'à ce moment c'est normal, mais aussi parce qu'il veut être simple, il veut être clair. Et, vas-y. Ok, Oui. d'accord. En la guerre que le roi Ferdinand fit contre la veuve de Jean, roi de Hongrie, autour de Bud, Rajsak, capitaine allemand, voyant rapporter le corps d'un homme à cheval, à qui chacun avait vu excessivement bien faire en la mêlée, le plaignait d'une plainte commune. Mais curieux avec les autres de reconnaître qui il était, après que l'on eut désarmé, trouva que c'était son fils. Et parmi les larmes publiques, lui seul se tint sans éprendre ni voix, ni pleurs, debout sur ses pieds, ses yeux immobiles, le regardant fixement, jusqu'à ce que l'effort de la tristesse, venant à glacer ses esprits vitaux, le porta en cet état roi de mort par terre. C'est brûler que de pouvoir dire combien on brûle, disent les amoureux qui veulent représenter une passion insupportable. Alors là, on voit bien la charge très littéraire de Montaigne. C'est presque un monologue. On commence avec de la philo, mais c'est du vrai théâtre si on fonce dans son œuvre. Voilà, on finit toujours par des exemples littéraires tirés de l'histoire, tirés des grandes figures, des puissants, qui viennent constamment argumenter, comme une espèce de monologue d'exemples en fait, qui serait infini. Il n'est pas seulement descriptif dans ses anecdotes, mais il est aussi très narratif. L'autre chose que je peux dire ici, c'est qu'on est en train de voir beaucoup de répétitions, comme dans l'œuvre de Sénèque, les lettres à Lucile, ça c'est très typique. Il ne prend pas seulement les idées des stoïciens, mais aussi la forme. La répétition permet de rendre la démonstration de plus en plus forte. C'est comme à dire, c'est pas seulement mon idée, mais vous voyez que dans l'histoire, en fait, c'est comme ça que les choses se passent. Donc là, il continue sur les amoureux, il va continuer à donner l'exemple. Malheureux, tous mes sens nus sont ravis. Dès que je t'aperçois, lesbie, je ne puis plus parler. Dans mon égarement, ma langue est paralysée. Une flamme subtile coule dans mes membres. Mes oreilles teintent de leur propre bourdonnement. Une double nuit couvre mes yeux. Plainte et non persuasion, l'âme est l'or aggravé de profondes pensées et le corps abattu et languissant d'amour. Alors là, j'avais noté des choses qu'en fait j'ai déjà dit avant. Alors je vais tout justement vous faire noter qu'il est très intéressant par contre les émotions. C'est pour ça probablement qu'il n'arrive pas à dire bon les émotions mettons-le à côté et ça va. Et c'est pour ça aussi qu'il écrit les essais pendant toute sa vie. Parce que quelqu'un qui veut vraiment se débarrasser des émotions, il ne parle pas toute sa vie des émotions. Voilà. C'est là tout le paradoxe. Et de là s'engendre parfois la défaillance fortuite, qui surprend les amoureux si hors de saison et cette glace qui les saisit par la force d'une ardeur extrême au giron même de la jouissance. Toute passion qui se laisse goûter et digérer ne sont que médiocres. La surprise d'un plaisir inespéré nous étonne de même. Outre la femme romaine qui mourut surprise d'Èse de voir son fils revenu de la route de Cannes, Sophocle et Denis le tyran qui trépassèrent d'Èse, et Talva qui mourut en Corse, lisant les nouvelles des honneurs que le Sénat de Rome lui avait décernés, nous tenons en notre siècle que le pape Léon X, ayant été averti de la prise de Milan qu'il avait extrêmement souhaité, entra en tel excès de joie que la fièvre l'en prit et en mourut. Et pour un plus notable témoignage de l'imbécilité humaine, il a été remarqué par les anciens que Diodore et Dialecticieno mourut sur le champ, et pris d'une extrême passion de honte pour en son école et en public ne se pouvoir développer d'un argument qu'on lui avait fait. Je suis peu en prise de ces violentes passions. J'ai l'appréhension naturellement dure et l'encroute et épaissie tous les jours par discours. Alors, dans la conclusion, c'est qui gagne? La raison, ça va sans dire. Voilà. La raison doit gagner. C'est plutôt comme l'héros dans les films américains. La raison doit absolument gagner. Parce que sinon, c'est vrai qu'il a écrit des émotions toute sa vie, mais surtout, il a fait de la philosophie toute sa vie. Et il était un politicien, Montaigne. Michel Eykem, comte de Montaigne, était ce qu'aujourd'hui on peut appeler un spin doctor.
Ça veut dire qu'il voyageait avec les rois, il conseillait, il avait beaucoup d'élèves auxquels apprenait comment faire politique. Alors ça va sans dire que la raison est son principal travail et il est très concerné par ça. Mais par contre, il a besoin de se défouler. C'est pour ça qu'il écrit les essais, parce que toute cette rationalité dans sa vie déborde un peu sur lui. Et alors, quand il se retire dans sa bibliothèque, il parle de tout ce type de choses qui passent dans sa tête sans qu'il puisse vraiment en parler normalement dans sa vie. Quand il gère son château, quand il apprend ce qu'il faut apprendre au prince et tout ça. J'avais noté ça, il est un homme engagé parce qu'il fait de la politique. Et drôlement, comme philosophe, il n'est presque pas engagé, presque pas du tout. Et c'est très difficile qu'il fasse de la doctrine, alors on ne peut pas dire qu'il s'est battu philosophiquement pour quelque chose, mais en même temps, c'est un philosophe pas engagé, mais engageant. Exactement parce qu'il ne nous donne pas de réponses. C'est pour ça qu'on peut démarrer les débats, si vous en avez envie.